Johnny, 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 Johnny. Oh, Johnny, 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 Johnny. Moi, c'est Moussa Mbaye, artiste-chanteur, auteur-compositeur, cofondateur du label Mœurs Libre Prod, qui est un label de production et d'événementiel. Je suis cofondateur de Degji Forestry SARL, compagnie guinéenne qui évolue dans la culture. Le label Mœurs Libre Prod, les studios Machallah sont une partie de Degji Forestry SARL. J'ai eu une enfance très joyeuse dans un quartier de pêcheurs à Poulbiné. On a perdu notre père, moi j'avais 6 ans, mais ma mère a toujours été là et c'est notre héroïne. Elle faisait son petit commerce. On n'a jamais manqué de rien parce que c'était une battante qui voulait nous voir réussir, qui voulait qu'on ne sente pas qu'on n'a pas de père. Donc je pense qu'on a un peu appris d'elle qu'il faut tous les jours se battre dans la vie. Les attaches avec le Sénégal, c'est mon grand-père, El Hadj Mbaye Diop, qui est arrivé ici juste après les indépendances. On les appelle, je crois, les amis des indépendances. C'est les premiers entrepreneurs ouvriers qui sont arrivés en Guinée pour travailler sur le Palais des Nations. Il y a d'autres gros chantiers qui se sont faits. Après, il s'est installé, ses enfants sont nés ici à Dixine, ensuite à Madina. Mon père est arrivé beaucoup plus tard, il était antiquaire. J'en parle, je me rends compte qu'il travaille donc dans la culture. Il est venu s'y installer aussi et puis finalement, il a épousé ma mère. Ils se sont installés à Boulbiné. Dieu merci que tu parles du lycée. J'étais très bon au lycée. J'étais dans un groupe où on aimait beaucoup, vraiment, on était en sciences sociales. Donc, c'était beaucoup de confrontations, beaucoup de discussions. Et le groupe, je pense, on l'avait divisé en deux. Il y avait des marxistes et puis il y avait des, tu vois. Même quand on parlait de littérature, il y avait les Césariens et puis il y avait les Senghoriens. Et c'est au lycée aussi, en 12e année, qu'on a sorti le premier album, donc en 2001. Moi, je passais le bac. Heureusement, j'ai passé le bac pour aller en studio. J'ai fait le bac 1 et j'ai été 47e de la République. Je pense que je suis un peu fier de ça, bien que c'était un peu loin. Après le bac 2, on était en train de tourner dans toute la Guinée pendant presque 2 années. Même les lundis, les mardis, on a joué dans les villes, les villages. J'ai jamais eu le temps de faire mon bac 2. Je l'ai repassé 2004, 3 années plus tard, parce que je suis tombé sur ma femme en 2002, février, et puis elle m'a dit pourquoi tu ne retournes pas à l'école? Parce qu'elle passait le bac. Je me suis présenté comme candidat indépendant, donc j'ai été faire le bac 2. Tout le monde dans la classe a eu son bac sauf moi. Parce qu'en ce moment, j'étais entrepreneur, je n'avais pas le temps, je ne me suis pas organisé, j'étais plus en train de développer du Mœurs Libre Prod qui a eu autant de succès parce que ça a permis de mettre au monde du Banlieusard, du Instinct Killer, beaucoup d'autres projets. Je ne regrette pas du tout. Par contre, j'ai été en France pour des séminaires, pour des formations. J'ai été à Dakar plusieurs fois pour des petites formations qui m'ont permis justement de travailler dans la culture, de pouvoir être opérateur culturel et de pouvoir essayer de développer un festival, de développer notre entreprise. Nous, on était des mélomanes inconditionnels. Ma mère, ma soeur aimaient beaucoup écouter de la musique. Et plus tard, mon frère qui vivait à Dakar est arrivé. Puis il nous a plongé dans du rock'n'roll, dans de la soul music. Donc on a écouté du Scorpions, on a écouté du UB40, du reggae à l'anglaise. On a écouté beaucoup de Bob Marley, beaucoup de Phil Collins. Après, le groupe, il est arrivé un moment à Conakry où il y avait des clans. Nous, on s'est dit, notre clan à Boulbiné, on voulait que ce soit un truc pacifique. Et puis on allait avoir un groupe d'artistes. On a commencé comme ça s'appelait Phantoms Clan. Et puis au sein du groupe, on a créé le Degji Pussy. Degji qui signifie vérité parce qu'à l'époque, la musique rap ici était très engagée. Finalement, on s'est retrouvés à 3, Ablaye, moi et Moussa. On a décidé de changer le nom. On a mis Degji Forestry. Degji Forestry, c'est vérité concrète combinée aux 3 forces incarnant le bon, le juste et le vrai. Notre premier album, c'était Machallah parce que dans notre famille, il y a beaucoup de croyances, on est très musulmans. Donc on a dit Machallah parce que ça veut dire par la grâce de Dieu. Et puis ça nous suit. Banlieusard aussi, c'est la même chose. Je pense à Lasco, c'est à la Nouali, c'était Arad Jaman avec un Instinct Killer. On aime bien les premières fois avoir ce côté-là parce qu'on pense que c'est important de reconnaître que le Kun Fayakun est unique et que grâce à lui, on va arriver à nos fins. Cœur est un titre qu'on a passé peut-être 30 minutes à le faire. C'était juste un freestyle. Et puis c'était assez vrai parce qu'il y a une histoire.
titre qu'on a passé peut-être 30 minutes à le faire. C'était juste un freestyle. Et puis c'était assez vrai parce qu'il y a une histoire. La première version, c'est le couplet de Abled. Il raconte l'histoire d'une petite fille qui est dans le quartier, sur la 3e avenue, qu'il avait vu, qu'il l'avait plu. Et puis ils sont sortis ensemble. Et puis après, il lui a cassé le cou. C'était une histoire vraie pour lui. Mais pour revenir à la création, on avait un ami qui était Ousmane Kourma, qui est un très bon compositeur, qui jouait déjà de l'harmonica et de la guitare. C'était le seul musicien parmi nous. Et puis il avait une petite boîte à rythme Yamaha sur laquelle il faisait de la programmation à l'époque. C'était très rare. Un soir, on a fait I Want Your Love de Bob Marley, une version reggae. On chantonnait dessus. Après, il a dit, mais attends, il y a une option sur la boîte à rythme. Quand tu le tournes, ça change le rythme de la chanson. En fait, c'est juste une traduction des paroles de Bob Marley, le refrain, tout le refrain. Donc après, en 2001, on a été en studio à Dakar. On a fait notre album. Cri du cœur qui est sorti sur l'album, qui a eu beaucoup de succès et n'était pas forcément prévu pour l'album. C'est le dernier titre qu'on a enregistré, je pense, encore 20 années plus tard, sur le Showtime, à la sortie, là. Les 15 dernières minutes de notre show, on a encore du cri du cœur. C'est un peu notre enfance. Comme je dis, on a grandi à Boulbiné. Il y a beaucoup de familles. Les filles vont au marché vendre, les garçons vont à l'école. C'est des combats que nous, on a voulu porter très tôt. On a un vieux, Koto Alpha, qui était notre tuteur dans notre concession. J'ai grandi avec ses enfants, qui sont de Pita. Il disait, tu sais, les filles, le problème, c'est que c'est pas qu'ils ne vont pas à l'école. Elles sont instruites parce qu'elles vont à l'école coranique. C'est aussi une instruction comme une autre. Mais on est des musulmans et les envoyer à l'école les pervertit. C'était ça la logique. Mais on n'était pas d'accord avec ça parce qu'on savait que les filles comme les jeunes garçons peuvent prétendre à être ministres, présidents, puis apporter leur pierre angulaire à l'édifice national. C'est pourquoi on a chanté cette chanson. À la fin, l'entrepreneur, c'est pas le papa, c'est la maman. Le papa, il joue aux dames toute la journée dans un coin et c'est la maman qui se réveille à 5 h du matin, qui va acheter ses petites légumes, qui rentre dans le marché, qui vend, qui revient, qui fait la cuisine, qui lave les enfants, qui regarde qui va bien, qui va pas bien, qui va à l'hôpital avec les enfants, qui fait tout le boulot. On ne peut pas comprendre. En tout cas, moi, j'ai grandi dans un quartier où je ne peux pas comprendre qu'on ne peut pas mieux les outiller. Ablembaï, a.k.a. Scandale. Il est du signe vierge, donc très perfectionniste. Chaque détail est important. Comment on a vécu ça? La musique en tant que frère, écoute, c'est comme un mariage forcé. On s'entend jamais sur rien. Il y a ce côté critique là qu'on a de notre musique qui fait qu'après 20 années encore, on peut dire qu'on peut oser sortir un titre, sortir un single, parce que ça nous a permis de tenir la route, ça nous a permis de faire des choses assez abouties. Ça aurait été un partenaire, ça allait être difficile, parce qu'à un moment donné, tu sais, vous n'êtes pas obligé. Mais lui, on peut se casser la gueule et puis on va aller dormir dans le même lit. Ok, on partage les mêmes habits. Toute notre enfance, nous, on a une armoire. Donc, on ouvre, on regarde le premier qui prend le truc, on a la même taille. On a toujours habité ensemble jusqu'à ce qu'on s'est mariés. On a été des petits stars là, très jeunes. Et pour l'anecdote, quand on a fini notre album, on a eu du succès médiatique. Il n'y a pas eu d'argent. On a été avec un producteur qui n'a pas honoré ses engagements. Il n'y a jamais eu autant d'albums vendus en Guinée. L'album le plus populaire avant que nous on sorte notre album, c'était Sogolo. C'était le record que jamais personne n'espérait atteindre. C'était 12 000 exemplaires. Après une année, on était à 79 000 exemplaires. Il a vendu plus de 100 000 exemplaires et il nous disait toujours, ah non, on n'a pas encore fait les comptes, voilà, Dakar. Donc notre vie de star, c'était ce que les gens voyaient sur scène, à la télé, à la radio. Mais dans la réalité, c'était très difficile à l'époque. On partait jouer à Zérekouré, à Massanta. On allait très loin, on va dire en taxi brousse. C'était payé 100 000, 150 000, 200 000. Le gros cachet, c'était 250 000. Mais on était contents, on était à la maison. Et chaque matin, on se réveillait, on s'arrêtait devant la maman. Ah, on n'a pas pris le petit déjeuner. Elle disait, mais avec le nom que vous avez, vous allez commencer à arrêter de me demander le petit déjeuner. La fierté vraiment qu'on a eue de ça, à la fin du mois, on a acheté 5 sacs de riz. Il y en a un qui partait chez le manager dans sa famille. Il y en a un qui venait chez nous. Il y en a un qui partait chez Moussa Camara, et puis il y en a un qui partait chez Dash. On était très fiers. C'était ça notre exploit. Nous, tout de suite, on avait des propositions. Il y a Kill Point qui voulait nous produire. Il y avait Malik Kébé aussi voulait nous produire. Mais tout de suite, nous, on a voulu faire les choses nous-mêmes. Nos premiers flyers, nos affiches, on les a fait nous-mêmes. On a pris une photo, on a découpé des journaux, on a cherché des mots et puis on a fait notre affiche. On est allé chez un monsieur qui était en face, Copie Express, Antoine. Il nous a fait des copies. On a compris qu'il y avait de l'argent à se faire dans l'événementiel. Puis c'est de là qu'est partie notre volonté de nous former. Meurs libre prod, pour nous, la philosophie, c'est pour mourir libre, il faut vivre libre. Pour vivre libre, il faut être indépendant. Parce que pour nous, la main qui donne est celle qui commande.
beaucoup de dualité dans notre création parce qu'on a besoin d'être sûr. Je peux te dire qu'on a autant de chansons qui ne sont jamais sorties que ce qui est sorti parce qu'à des moments donnés, on s'est dit non. Le refrain est bon, mais les textes ne sont pas bons. Quand on est aussi dur avec soi-même, ça ne peut pas être autrement avec les autres. On signe nos contrats avec nos artistes après l'album. Parce que pour nous, pour faire un album, ça prend minimum 3 ans. Du coup, ils sont tous pressés. Tous les artistes sont pressés. Aujourd'hui, tout le monde va en studio, enregistre et commence à partager sur YouTube. Nos artistes, je pense, une fois qu'on a fini le travail, ça se sent sur l'évolution, sur la durée de vie de chaque projet, donc de chaque album. C'est pas des singles qui sortent au bout de 2 mois, on les a oubliés. Il y a eu le tournage du film Fodé et Aguin. Ils sont arrivés à Conakry et puis ils ont commandé une chanson sur l'immigration clandestine. Il y avait nous, les Espoirs de Corenty et d'autres qui ont proposé des chansons. On a fait cette chanson, elle n'a pas été retenue à l'époque. Presque 15 années plus tard, le phénomène a continué et nous, on a voulu quand même en parler. Pour le clip, on a eu la chance de se faire accompagner par l'OIM. Nous, on pensait que c'était juste la mer, mais il paraît qu'il y a tellement de morts dans le désert. Les gens meurent assoiffés, des gens meurent de froid dans le désert. Et c'est pourquoi nous, le clip, on a préféré montrer le désert. Johnny, 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 oh, Johnny, 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 Johnny. Quand on atterrit, plus rien ne va plus, on prend le dessus. Parfumé Paco Rabanne, bah. Cousu chez Gucci, 1000 tenues, 1000 nuits, my Johnny. Les projets à venir, il y en a plein. Le projet Siggi, qui est une plateforme de musique comme iTunes, comme Deezer. C'est un projet local qui va vendre la musique locale avec des crédits de téléphone, donc les unités que tu recharges ton téléphone et puis tu peux acheter de la musique sur l'application. Ce projet qui va avoir tout le contenu national mais aussi de l'international. Et au-delà de ça, il y a des petites vidéos, des petites capsules qui vont être sur la plateforme. Tu as parfois les actualités des artistes. Si tu n'as aucun moyen de monétiser la musique, il faut impérativement et urgemment créer un marché qui puisse permettre de vendre la musique guinéenne. Et puis, on est aussi une société qui travaille beaucoup sur de la médiation culturelle. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on fait tout ce qui est campagne et plaidoyer pour le sida, le paludisme. On sert aussi de porteur de projets pour les institutions. On est une boîte de communication comme une autre. On accompagne certaines entreprises qui veulent communiquer sur des produits, sur des services. Depuis quelques 2-3 années, je suis en train de travailler sur un projet personnel. C'est une école qui va s'appeler la Cité des Arts. C'est une école du show business. On va former en sonorisation, éclairage. Il y a un programme cinéma et télévision. C'est plus télévision que cinéma parce que le but de l'école, de la formation, c'est de pouvoir, au bout d'une année et demie, que nos diplômés puissent tout de suite commencer à travailler. Je suis dans le métier depuis 20 années. Pour sonoriser, on est obligé d'aller chercher quelqu'un à Dakar, technicien de studio. Quand tu rentres dans les studios aujourd'hui en Guinée, c'est des Maliens, c'est des Sénégalais. Il commence à y avoir des jeunes Guinéens, mais qui ont appris tout seuls dans le tas. Donc, c'est de pouvoir arriver à renforcer les capacités de ces jeunes-là et de pouvoir aussi permettre que ceux qui choisissent les métiers de la musique puissent trouver un endroit où ils peuvent être compris et avoir de vraies formations. Nos formateurs vont arriver du Canada, mais aussi de la sous-région et puis de la France. Donc, c'est vraiment importé le savoir-faire ici pour pouvoir former les jeunes au niveau local. Et puis, on est en train de réfléchir aussi que ça puisse être des résidences. Donc voilà, c'était moi, Moussa Mbaye. J'ai été très content de découvrir ces jeunes Guinéens derrière ce projet Pause qui sont en train de faire vraiment de très belles choses. Longue vie à ce projet. Abonnez-vous.